de la métallo, je vais vous parler de moi, parce qu'on parle toujours de soi quand on parle d'un livre, et je vais vous dire ce que j'ai particulièrement aimé, parce que j'ai aimé ce roman. Alors j'ai aimé déjà la couverture et la photographie de cette très belle jeune femme. J'ai aimé le style. Vous avez des phrases qui sont acérées, un petit peu comme le métal que va manipuler notre héroïne. Et vous avez aussi de la poésie. Vous avez des chapitres courts, des paragraphes relativement courts, avec des chutes que j'ai beaucoup appréciées. Je vais vous donner deux, trois exemples. Donc je cite, hein, le soir même, une attaque de silence me tombe dessus. La mort impose son boucan de vide. C'est la fin d'un chapitre. Un autre chapitre se termine par « J'ai cuisiné du chagrin, j'ai fait de la solitude jusqu'à l'indigestion. Dorénavant, je fabrique du bonheur. » Et vous savez, dans ce roman, plein de petites phrases comme ça que je trouve moi merveilleuses. C'est un roman qui nous parle aussi des 30 glorieuses. Alors quand on imagine nos 30 glorieuses, on se dit que tout est beau. Non, c'était dur notamment pour les ouvriers de l'industrie. Et on va nous parler, ça va être l'histoire aussi, de ces hommes et de ces femmes qui sont les oubliés éternels de l'histoire avec un grand H. On nous parle très peu du peuple dans nos livres d'histoire. Là, on va nous en parler. Bien évidemment, toujours avec une intrigue, avec un personnage qui va vivre des choses, qui va vivre des amours, qui va vivre ses métiers. On a plein de personnages qui sont hyper bien campés, qui portent des surnoms. On a des personnages étonnants, comme l'ami noir. J'estime qu'il s'agit d'un personnage dans le roman, comme le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne. On nous en parle à longueur de temps. C'est un roman où vous vous laissez bercer par les mots, ou bien alors vous prenez un dico, parce qu'il y a plein de mots qui peuvent vous échapper. Ce sont des mots de l'argot parisien, les mots de l'argot de la métallurgie, j'imagine, ou du terroir. Et vous apprenez plein de choses, vous apprenez ce que sont des grattantes, vous apprenez ce que c'est qu'une soutane, etc. Et c'est génial. Et puis vous avez aussi des résonances avec ceux qui peuvent préoccuper quand même pas mal de femmes encore de notre époque. Vous avez un très beau plaidoyer sur l'égalité des salaires, sur la lutte contre le harcèlement dans les entreprises. Donc en fait, c'est pas un livre militant, mais en tout cas qui remplit bien, qui s'intéresse bien à la cause des femmes. Je suis sensible. Alors en fait, c'est l'histoire d'une femme rebelle, forte, qui se trouve pas belle et qui s'appelle Yvonique, et donc qui va à un moment dans sa vie devoir se faire employer comme ouvrier métallurgiste. Pardon. C'est ce que j'ai lu de votre roman, Catherine. Je me suis trompée? Merci. Eh bien, pour la poésie, je pense pas, et pour rien d'autre non plus. En fait, oui, Yvonique, elle se trouve pas belle. Elle est fille d'une paludière, elle a un paludier, et elle va épouser, parce que sa maman va décéder trop jeune, elle va épouser un ouvrier. Et sa maman lui a dit toute sa vie, ma fille, belle, pas belle, on s'en fiche. L'important, c'est la force de vie. Et moi, je vais te donner des bras forts. Alors elle lui donne des bras forts, elle ne sait pas à quoi ça va servir. Et un jour, le père, il vient pour la battre. Et la mère, qui a des bras forts, sort le père de la maison et cogne le père. Et là, elle dit, j'ai compris pourquoi il faut des bras forts. C'est tout, c'est simplement ça. Et le père ne reviendra pas. Et donc, avec cette femme formidable qui est sa mère, et bien pour échapper au père, parce qu'elle est toute jeune, elle a 18 ans, elle épouse un homme plus vieux, qui s'appelle Julien, qui est ouvrier aux forges de Bassin près de Nantes, en Loire-Atlantique, l'ex-Bretagne. Et donc la grande usine des forges de Bassin, qui était très grande et qui est toujours très grande et qui maintenant est ArcelorMittal. Ils
sont 3200. Et elle, son mari, ici, il chante en partant, il chante en rentrant, il est heureux dans son usine. Mais elle n'y a jamais mis les pieds. Et puis le pauvre, un jour, il s'est fait écraser. Et là, on ne sait même pas qu'il a écrasé sa cousine, ok. Et donc, un type qui s'appelle Rentemplant, le sous-chef, vient lui dire, écoutez, de toute manière, vous êtes dans une maison ouvrière, elle appartient à l'usine, où vous reprenez le travail de votre mari, et bien, dans un mois, vous rendez la maison. Donc, pas de salaire et tout ça. Mais on vous paiera. D'abord, vous n'allez pas pouvoir travailler de nuit comme votre mari, et on vous paiera 30% de moins. Voilà, elle dit oui. Elle se met son petit rouge à lèvres. Elle dit, pour me donner du courage, j'ai mis du rouge à lèvres et je suis allée découvrir de drôles de machines, mais c'était pas la fête et il n'y avait pas de pompons. Donc elle découvre le laminoir, les fondeurs. Et là, elle se dit, c'est là où mon mari était heureux. Il va falloir que je sois heureuse. Et elle fait tout pour être heureuse. Et elle va être heureuse. Mais au départ, c'est dur. Il y a des débats, vous connaissez, vous, mais quand je en parle à mes élèves, ils ne connaissent pas, ils disent les bas, c'est au bas, c'est quelque chose de très comme ça. Mais non, je dis les bas, c'était des gros bas de laine qui tenaient avec des jartelles et c'était compliqué parce que comme elle est manœuvre de force, eh ben, elle porte des plaques d'acier et les bas ils s'en vont, elle n'a pas le droit de porter de pantalon, mais si jamais elle les remonte, eh ben, le copain en face c'est 50 kilos, il ne va pas être content. Donc vous voyez, tout ça, elle nous fait rentrer. Et puis il n'y a pas de toilette. Et puis comment elle se change. Et tout ça, elle nous fait rentrer comme dans une caméra. Alors j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter. C'est un roman, hein, mais il a fallu qu'elle me raconte bien pour que je vois, que j'imagine tout ça. Et puis bien sûr sur les casiers, enfin je ne sais plus, dans les vestiaires, eh ben, il y a des images pas très géniales, de pin-up, tout ça. Ah, elle voit ça, elle prend ça. La première nuit, elle ne sait plus comment elle s'appelle, elle reprend son catalogue Manufrance et dit « faut que je m'intègre, je ne connais même pas les noms des outils ». Elle commence à relire les catalogues Manufrance. D'ordinaire, elle regardait tout ce qui était tente, voyage, pêche et tout ça. Non, elle dit ça y est, les outils, tournevis, elle devient une super futée parce qu'elle regarde son catalogue Manufrance. Elle a un petit garçon, différent, trisomique, 28 ans, c'est rare. Et bien, ça ne pose pas de problème. Sa belle-mère va le garder. Le village, son visage ouvrier, elle habite une petite maison en bois, va le garder. Tout ça fait que le lendemain, elle a envie de retourner, et puis le surlendemain, et tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, elle est punie au crassier. Le crassier, c'est quand vous avez désobéissé au chef, et vous allez aller nettoyer la boue du laminoir. Vous allez la sortir, et la boue du laminoir, c'est une boue humaine, d'odeur humaine tellement ça. On ne peut pas dire humaine dans la mort, j'entends. C'est vraiment quelque chose d'épouvantable, les bouts du laminoir. Alors il faut vider ces bouts du laminoir et les apporter au crassier. Et là, dans la cuve, il y a un homme mais vraiment beau, c'est Dominique qui s'appelle, et c'est un Allemand. Et il n'ose pas parler parce que comme il a l'accent et ça fait, on est en 67, il y a des gens qui ont entendu les Allemands, hein, c'est pas si vieux, donc il ne parle pas beaucoup. Et là, elle a le cœur qui commence à battre, la chamane, elle ne comprend pas. Et puis au crassier, il se met à fumer, tout ça, puis il lui dit on pourrait aller boire un verre et tout. Mais elle a 28 ans, mais finalement elle n'a pas eu d'enfance. Elle a travaillé dans le Sahel, tout ça, sa maman est morte, et puis elle avait épousé un homme. Elle a eu son bébé, voilà. Et elle avait fini, alors elle n'ose pas, et puis non, maintenant, elle va tomber amoureuse. Et ça, c'est assez merveilleux, je pense, dans le livre, c'est une reconstruction d'une femme, la joie au travail. Je voulais vous parler de la joie au travail. Les blagues qu'on fait au chef, le respect qu'on doit à certains parce qu'ils connaissent la machine parfaitement. Et puis, vous dire que, parce que moi ça me touche qu'on ferme des usines. Pourquoi j'ai écrit ce livre en 2014, enfin exactement en 2012, on dit on va fermer le laminoir qu'elle avait connu en 72, le laminoir Saint-Caille, et qui marchait super bien, là qui marchera encore très bien si on ne l'avait pas fermé, pour garder des emplois à Fleuranges. On a fermé comme ça en Loire-Atlantique, bah tant pis, se débrouille, on verra bien, on a encore perdu 300 personnes en tout cas. Et je vois les lamineurs pleurer. Et les gars, en 2012-2014, la dernière bobine, c'est-à-dire ils laminent plus eux-mêmes. Et ça, c'est embêtant parce que maintenant, eux, ils font des boîtes de concert, des plaques pour des boîtes de concert. Mais quand vous n'avez pas laminé, vous avez tiré le cœur de l'usine, le cœur du métier pour les métallos.
Je les vois vraiment pleurer avec des brassards noirs. Je dis, la personne parle d'eux. Et j'ai ressorti dans ma tête l'idée de la métallo, j'avais déjà acquis. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. J'ai dit, bon sang, ils vont nous la fermer pour de vrai. Vous voyez, c'est ça que je me suis dit. Je dis avant qu'un musée l'efface. Et donc en 2012, j'ai repris mon magnéto, enfin mon dictaphone, et je suis allée voir les hommes. J'ai dit, mais vous avez connu Yvonique? Et c'est les hommes qui m'ont parlé le mieux d'Yvonique. Et donc j'ai fait son roman, parce que c'est aussi un roman d'amour, de reconstruction. Il y a un autre personnage, elle va tomber amoureuse 2 fois. C'est compliqué de dire tomber amoureuse. Elle va être portée par des hommes, je pense que ça va être ça, par 2 hommes. Elle va être trahie par l'un des 2. Mais celui qui ne la trahira pas, je crois qu'on est un ton au-dessus de l'humanité de ce qu'il va faire pour elle. Ça, c'est à la fin du livre que vous l'apprendrez. Et cette belle histoire d'amour, il n'y avait rien à inventer. C'était plus qu'un roman, sauf que je ne vous parle pas d'une femme qui est galerie d'art, enfin qui tient une galerie d'art à New York. Je vous parle d'Yvonique Le Guillon qui habitait Couéron, ça va être plus romantique. Et finalement, elle a une vie plus romantique que n'importe quel roman, grâce à sa force de vie. Et c'était ça, je pense, qui était important dans ce livre. Et ce message qui dit, c'est la force de vie qui va changer les choses. Et puis le livre se termine en 79-80. On lui dit, Yvonique, tu t'es bien amusée, tout le monde t'aime bien, mais maintenant nous les femmes, on ne les veut plus dans notre... Il n'y en a pas beaucoup déjà, il n'y en avait que 5%. Puis nous, on ne veut pas de femmes dans les ateliers, on ne veut pas. Elle était devenue pontière à l'époque, et tu vas être secrétaire. Et elle a dit non, et elle va se laisser licencier. C'était pas vraiment un licenciement, c'était où tu vas dans les bureaux, parce qu'elle était devenue un homme comme tout le monde. J'adore sa phrase. Je suis devenue un homme comme tout le monde. Je vous parle de la joie au travail, je vous parle des petites maisonnettes que les gens, aglo par aglo, ils sont allés construire en Loire-Atlantique, sur les côtes. Tout le monde se moquait d'eux, parce que ça mettait 4-5 ans à construire, et maintenant les maisons, elles valent 200 ou 300 000 euros. À travers tous ces hommes qui vont la porter, parce qu'elle est la femme de Julien, et de toutes ces femmes qu'elle va défendre, quand elles sont maltraitées et tout ça, on a une femme qui s'est hyper construite. Alors l'histoire ne le dit pas, mais en 79, Yvonique, à Nantes, elle va devenir membre de plein d'associations où elle va aider beaucoup de gens, des femmes réfugiées. Enfin, elle va faire beaucoup de choses après dans sa vie sociale, quelque chose qui avait déjà démarré parce qu'elle avait vécu ça. Donc elle est entre terre et ouvrière, et c'est cette époque dont vous parliez si bien, Mireille, où justement les 30 Glorieuses, où les gens, ils étaient à la terre ou à la mer, et en fait les ouvriers à Carnot-Bassin où elle travaille, ils ont les petites marinières de bateau, et on reconnaît les gens à comment ils s'habillent, elle le dit. Donc elle sait que lui, il était maraîcher, issu de maraîcher, et puis là-bas, il y a le grand-père, le tonton, enfin tout le monde travaille là-dedans, et c'est vrai que j'aime bien cette usine parce que je vous dis, quand j'ai vu ce reportage de voir les hommes pleurer à la minoire, je me dis, ça n'a pas de sens, une machine. Et la machine, elle est vivante. Il la débranche, ils lui mettent de l'huile, ils ont mis des bâches, vous voyez, tout ça s'est raconté dès un premier à la minoire qui meurt. Et je me suis dit, il faut parler des gens qui ont aimé leur métier. Ils ont des petits carnets, les hommes. Et quand l'apprenti va prendre la suite, juste avant la retraite, le gars, il va donner le petit carnet, c'est sa vie qui est dedans, la vie de la machine. Comme ça, toi, tu seras aussi un très bon ouvrier. C'est cette espèce de passation intergénérationnelle. Et ça n'existe plus, moi. Et moi, je suis sûre qu'il faudrait... Moi, je suis professeure en lycée professionnel de lettres histoire. Je sais qu'il ne faut pas grand-chose pour donner de l'espoir aux jeunes. Mais tout ça, il n'y a plus, si vous voulez. Donc, je me suis dit, on va parler de ces gens avec la joie au travail, mais pas le bonheur. On est d'accord. Vraiment quelque chose qui soudait les gens, et puis cette belle histoire d'amour. On a Dominique, je vais dire juste, et Georges. Et Georges qui est un homme, voilà. Je vous laisse le découvrir parce que rien que lui, on aurait pu faire un roman sur lui. Absolument. Alors j'aurais bien aimé poser des questions à Catherine, mais je crois qu'elle a répondu à tout. C'est parfait. Peut-être avez-vous des questions. Donc vous l'avez compris, hein, on parle d'un personnage réel, Yvonique, et
le style, l'art de Catherine va nous construire effectivement un roman. Et vous avez entendu comme elle parle, bien vous allez retrouver ce même amour pour les gens qui sont décrits dans ce roman. C'est vraiment une histoire de vie romancée, une très belle histoire de vie à lire, tout à fait incessante. Avez-vous des questions? Donc j'imagine, Catherine, que écrire ce roman, c'était aussi de la recherche. Il a fallu 10 ans de... Mais pas tous les ans. Mais j'ai mis 10 ans à le porter. Et je vous dis, c'est quand j'ai vu en 2012, exactement, j'ai commencé en 2005. Et donc il est sorti en 2006. En 2005, j'ai commencé à écouter Yvonique. Après, je suis allée voir plein d'ouvriers qui avaient travaillé avec elle, dont certains apparaissent avec des surnoms. Ah oui, il y a beaucoup de surnoms en entreprise, ça j'adore les surnoms en entreprise, c'est tellement drôle. Et puis, il a fallu que je comprenne comment fonctionnent les grouisseurs, le laminoir, parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi il aimait tant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est le cœur d'une usine et c'est carrément lui qui fédère tous les ouvriers autour de lui, le laminoir. Il aime et ça, il fallait que j'arrive à attacher cet amour quelque part pour que dans le livre on le sente, parce que j'ai pas eu le droit d'aller le voir. J'ai demandé, mais ils n'ont pas voulu m'ouvrir la porte parce que maintenant il est muré et je sais que les lamineurs, donc ils ont entre 40 et 55 ans, les gars que j'ai vu pleurer, ils vont toujours boire le café autour du laminoir de temps en temps. Et les murés, il y en a qui ont gardé la clé. Donc c'est vous dire comment c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est pas un livre qui parle de laminoir, c'est un livre qui parle d'un tout, d'une vie en entreprise, c'est presque une ville. Une ville oui, autour de la ville. C'est plus des clochers, c'est des cheminées d'usine. Et voilà, c'était en l'honneur des ouvriers et des ouvrières, mais c'est un livre aussi d'ouvriers. Je ne voulais pas faire un livre où les hommes, c'est pas bien, ils sont pas gentils. Ça n'avait rien à voir. Je vous dis juste comment était cette vie-là et quel bonheur, quelle joie, on pouvait retirer d'un... Parce que le métier en lui-même est absolument rébarbatif. Elle trie des plaques. Elle va au crassier quand elle est punie, elle fait du ménage, mais les hommes aussi, les ouvriers pareil. S'ils parlent mal au chef, ils sont punis de la même façon que les femmes, ça n'a aucune importance. Il y a quand même quelque chose de très drôle, c'est quand ils trouvent les pin-up accrochés, et à un moment donné, avec sa copine, la rigolode, alors elle a eu 5 enfants de 5 hommes différents, et elle ne se souvient même pas comment ils s'appellent, et donc elle, la rigolode, elle découpe des hommes tout nus, et elle va les mettre à la place, et ça me fait beaucoup rire. Et après, dans leur journée, dès qu'elles avaient des pauses, elles trouvaient les cachettes où étaient les magazines. Alors, c'était pas comme maintenant des trucs très très hard, mais je veux dire, elles trouvaient parce que c'était sous les pupitres, il est caché derrière, vous voyez les fils comme ça, il y a des pupitres, il est caché. Et quand il les trouvait, il mettait de l'huile, alors une motive dans une espèce de truc qui était destiné à brûler les papiers, tout ça, il cachait ça avec de l'huile, et puis il mettait le feu là-dedans, ça fait beaucoup rire. Bon voilà, c'est des blagues qu'elles font comme ça, mais ça veut dire respectez-nous, parce que quand elles arrivent dans la cantine, c'est une cantine où ils amènent la gamelle, ils n'ont pas une cantine à plateau, et elle disait, c'était terrible, parce que c'est les murs entiers à cette époque, c'était comme ça, de femmes, donc elles ont fait en sorte que il n'y en ait plus que dans les bureaux fermés, voilà, c'est des petits combats qu'elles ont avec des personnages quand même qui sont... Ce sont des femmes combattantes, des femmes fortes, mais ce qui ressort, c'est effectivement beaucoup d'humanité, beaucoup de solidarité, quelque chose malgré tout de chaleureux dans un univers qui demeure très dur. Très noir aussi, parce que c'est sombre, il n'y a pas de lumière. Alors elle explique comment ils cherchent la lumière. Parce qu'il y a des ateliers, ils changent le parcours, mais tout ça, je trouve, c'est intéressant de voir C'est intéressant aussi dans l'écriture, parce que dans l'écriture, vous aurez même les odeurs, parce que l'odeur prend une place relativement importante, les couleurs prennent aussi une place importante, et c'est vraiment intéressant de s'y plonger. Vraiment, dans ce roman, on est dans un autre monde. On a tout
tous entendu un petit peu parler du monde des ouvriers, du monde de l'usine, etc. Et là, c'est un vrai plongeon dans cet univers avec un petit peu de nostalgie peut-être, mais pas que, loin s'en faut. Vraiment passionnant. Toujours pas de questions. C'est comme une deuxième vie en fait, comme si elle avait eu deux vies. Comment le roman a-t-il été perçu dans le milieu ouvrier? Alors, mais j'allais juste vous dire, le premier jour où il est sorti, donc à la rentrée littéraire, je suis passée à France 3, Pays de la Loire. Et donc, juste après, j'avais un petit salon, mais très modeste, d'un ami libraire, et donc je dis, je vais être à cet endroit, il s'appelle Bouelle, à côté de Nantes, et donc je vois le premier livre que j'ai signé, comme je signe aujourd'hui, un monsieur qui arrive, et je vois qu'il est pas très bien, qu'il est très vieux, et puis une dame qui le tient, et il tâtonne comme ça, et il dit, alors c'est vrai qu'il n'avait pas encore lu, hein, je sais pas après, mais il dit, je vous ai entendu à la télé, comme vous voyez, je suis aveugle, je m'appelle Eugène, j'ai 96 ans, c'est le truc de fou. Ma femme est plus jeune, alors la petite dame était toute pétillante, elle va me le lire, je suis venue vous l'acheter, parce que vous voyez, je vous ai entendu, et cette bourrique d'usine, c'est elle qui m'a crevé les yeux. Mais vous avez dit qu'on avait eu de la joie. Alors je viens vous acheter votre bouquin parce que pour une fois, vous allez parler de nous. Et c'était joli, vous voyez. Donc ça, et puis du coup, ArcelorMittal, alors c'était mignon, cette bourrique d'usine, et puis ma femme me le lira. Et ArcelorMittal n'a pas voulu acheter de livres, mais le CE est en train de m'en commander. Le CE, c'est les syndicats. Donc ils sont en train de faire une commande. Donc ils l'ont déjà acheté. Ils sortaient tellement qu'ils ont dit bon, on va en commander plusieurs. Mais ArcelorMittal n'a pas... Enfin, c'est compliqué, c'est qu'en fait la secrétaire du directeur, c'est un monsieur qui s'appelle M. Malpuis, qui est très sympathique, enfin je pense, et la secrétaire, elle n'a pas donné le livre. Donc à chaque fois que des gens lui ont dit est-ce que vous avez lu le livre, bah non, j'ai toujours pas reçu, bah après il peut se l'acheter aussi, mais voilà. Donc si vous voulez, nous on en a envoyé 2, 3 chez Albin Michel pour que, bah, voilà, on avait un petit espoir et on n'a pas eu de retour. Voilà. Et puis bah, c'est beaucoup vendu dans la ville, et donc comme c'est pour les ouvriers, j'ai pas reçu pour l'instant. Et il vient de recevoir un prix. Oui, il a eu le prix Ouest. En fait, je vous laisse. En fait, la Métallo a reçu le prix Ouest il y a. C'était début avril, le 7 avril. C'est Marc Lévy qui me l'a remis. Et le prix Ouest, c'est le prix de l'Ouest de la France, le prix littéraire de l'Ouest de la France. Et donc, c'est la Métallo qui l'a eu. J'étais contre 5 hommes, et quand ils m'ont téléphoné, je leur ai dit « Ah ben Yvonique, elle a encore joué des coudes, des bras, j'ai dit, avec les hommes, parce que je me suis dit, ils m'ont mis, parce qu'il fallait une femme, j'y croyais pas du tout, hein, enfin bon, après on est Albin Michel, mais je regarde les éditeurs, il y avait Gallimard, je sais pas moi qui vais l'avoir, et j'étais pas vraiment sûre, hein, et en fait c'est nous qui l'avons eu. Je dis non parce que c'est une équipe, c'est Albin Michel, c'est mon éditrice, c'est Yvonique qui après en tout dernier c'est sûrement moi, et puis nos libraires, enfin plein de gens. Et voilà. Yvonique est toujours dessus. Oui, Yvonique est toujours dessus. Elle l'a lu? Elle l'a lu, mais elle m'avait donné sa vie. Donc c'est pas comme une biographie comme Paul Bedel. Moi je suis la biographe de Paul Bedel. Paul, on relisait page à page et moi je lui faisais signer qu'on avait relu page à page. Une biographie c'est différent. Donc pour votre question, les ouvriers, en fait, ils se sont dit, elle va nous taper dessus, ça va être la misère, machin. En fait, ils ont aimé. Après, beaucoup de gens avaient participé à ce bouquin. Donc, leur retour est plutôt positif. C'est qu'ils ont dit, tu nous as pas sali, quoi. Parce qu'on t'a dit qu'on avait aimé notre usine. C'était pas toute notre vie. Tu as gardé ça. Je crois que le livre est original dans le fait que je parle pas de... C'est pas la misère au travail. Mais maintenant, peut-être que ce serait différent si dans 20 ans, si je réécrivais un livre sur les ouvriers, je crois que ce serait peut-être différent. Mais Carnot et Forges de Bassin était une usine qui fédérait, il y avait beaucoup d'associations, il y avait beaucoup de sportifs, les enfants allaient en colonie, que vous dire, il y a eu beaucoup de choses, et la ville de Couëron, à côté de Nantes, qui est maintenant une très grande ville, elle s'est construite par cette usine. Il y en avait une autre qui avait Tréfi-Métaux, la Tour à Plomb, mais ce que je veux dire, c'est vraiment la richesse de cette région nantaise, c'est Carnot et Forges de Bassin.
Et donc c'était embêtant parce que tout ce qu'on lisait, chiffres, bénéfices, nombre de personnes, femmes, hommes, il n'y avait rien. Même les photos, vous voyez, on voyait même pas les gens en train de travailler. Et là, les gens, ils montraient leur vieux grand-père avec le tablier de fondeur, avec les masques qu'ils avaient ramenés des tranchées, museaux de cochon pour se protéger, vous savez, les yeux et des poussières du laminoir et tout ça, de la fonderie. Donc si vous voulez, tout ça, moi en cherchant, j'ai vu tout ça et je me suis dit, il n'y avait eu personne qui avait eu l'idée de rentrer. Alors peut-être que des hommes en ont voulu d'être passés par une femme, je ne sais pas.